C'était un spectacle à donner des frissons à n'importe quel soldat allié. Accroupis derrière une couverture, tirant sur les positions allemandes cachées derrière leur propre couverture, à peine à quelques mètres de distance, vous apercevez soudainement un mouvement très rapide de l'un des soldats ennemis. Son bras a fait un mouvement vers le haut, catapultant une petite forme rectangulaire vers le haut dans un motif arqué, et qui descend bientôt vers vous, atterrissant à quelques pieds de distance. Le petit objet atterrit tête la première, puis s'affaisse sur le côté au sol. On dirait l'extrémité d'un manche de balai qui a été coupé avec une boîte fixée à l'extrémité. Mais vous savez ce que c'est vraiment. Cela a été gravé dans votre esprit depuis le jour où vous avez été enrôlé dans le combat. C'est une grenade allemande. La grenade à main à manche a, comme tant d'autres armes allemandes, contribué à symboliser l'image d'un fantassin typique des deux guerres mondiales. Ces armes distinctives sont issues des modestes débuts dans la boue et le sang des tranchées de la Grande Guerre et ont évolué avec une puissance et une fiabilité croissantes. Dans cet épisode, nous allons explorer les origines et le développement de ces armes au look unique et aborder leur influence et leur héritage au-delà de l'armée allemande. Bienvenue dans les guerres du monde! Cependant, compte tenu des avancées de la technologie des armes, et en particulier de l'avènement de la mitrailleuse, de nombreux analystes militaires ont commencé à se demander si la grenade avait sa place sur le champ de bataille industrialisé moderne. Car même avec les meilleurs lanceurs, la grenade avait une portée d'environ 50 mètres ou 50 mètres, alors qu'une mitrailleuse typique d'avant la Première Guerre mondiale pouvait abattre un soldat ennemi à plusieurs fois cette distance. Tout cela changerait suite aux précurseurs souvent négligés de la Grande Guerre sous la forme de la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905. Beaucoup des tactiques et des armes qui allaient définir la Première Guerre mondiale, comme l'artillerie de campagne moderne, les mitrailleuses et même les tranchées, seraient efficacement testées dans le conflit entre l'ancien empire russe tsariste et le bourgeonnant empire japonais pour des territoires en Chine. Face à des intérêts potentiels en jeu dans la région, des observateurs de parties intéressés, dont la Grande-Bretagne, ont été déployés pour suivre les événements. À l'époque, la Grande-Bretagne avait une relation plus étroite avec le Japon qu'avec la Russie, et l'armée impériale japonaise a donc permis aux observateurs britanniques de voyager avec eux en Mandchourie, où se déroulait une grande partie des combats. L'un de ces observateurs était le lieutenant-colonel écossais Aylmer Haldane, qui a rapporté l'utilisation réussie de grenades à main pour nettoyer les tranchées ou les positions fortifiées, et pour se défendre contre les assauts de vagues humaines, prouvant que l'arme avait non seulement toujours sa place dans le combat, mais pouvait en fait s'avérer essentielle. Les rapports de Haldane, diffusés en Grande-Bretagne et à l'étranger, ont incité les armées européennes à développer rapidement des armes plus sophistiquées, y compris celles dotées de mécanismes d'horlogerie ou de fusées à impact pour déclencher les explosifs. Dans l'armée impériale allemande de Kaiser Wilhelm II, les grenades étaient principalement considérées comme une arme utilisée par le corps des pionniers. Ces troupes étaient similaires en principe aux ingénieurs de combat ou aux sapeurs dans d'autres armées, effectuant des tâches de construction et de démolition sur le champ de bataille. En 1914, il y avait principalement deux modèles de grenades à main utilisés par les forces allemandes. Le premier étant la Kugelhandgranat Erwerksunder, en forme de boule, équipée d'un fusible mécanique de 5 à 7 secondes. Le corps sphérique était fait de fonte de 8 mm d'épaisseur et segmenté extérieurement pour produire entre 70 et 80 fragments qui se fragmentaient vers l'extérieur lors de la détonation du mélange explosif de poudre noire, de nitrate de barium et de perchlorate de potassium. Le deuxième type, le Kugelhandgranat Brennsunder, utilisait plutôt un fusible traditionnel de combustion. Entre les mains de pionniers expérimentés, ces grenades étaient extrêmement mortelles pour une force ennemie. Lors de la détonation, ils pouvaient envoyer leurs fragments jusqu'à une distance de 100 mètres, ce qui signifie qu'en théorie, une petite équipe d'ingénieurs de combat pourrait, dans des conditions idéales, dégager plusieurs centaines de mètres de tranchées pour qu'une force suivante puisse percer. Toutefois, ils étaient moins efficaces et potentiellement dangereux pour les fantassins typiques, moins formés à leur utilisation et généralement moins doués pour le lancer. Néanmoins, ces armes ont été largement utilisées lors des premiers mois de la Grande Guerre, à partir de août
1914, à tel point qu'en 1915, il y avait en fait une pénurie pour les troupes de première ligne. Finalement, c'étaient des armes complexes et coûteuses à fabriquer, ce qui a conduit à une refonte majeure pour accélérer la production. En attendant, ce seraient les troupes allemandes elles-mêmes à l'avant qui devraient fabriquer leurs propres grenades à main pour repousser les vastes vagues de troupes des puissances de la triple entente de la France, de la Russie et de l'Empire britannique qui leur faisaient face. Devant récupérer tout ce qu'ils pouvaient pour le réutiliser comme grenades, les troupes allemandes ont rapidement commencé à utiliser des planches de bois et des branches d'arbres qu'elles enveloppaient d'explosifs, puis recouvraient de morceaux de déchets pour servir de shrapnel mortel. Les extensions en bois des grenades offraient un meilleur levier que les armes de type boule précédemment utilisées, leur permettant d'être lancées encore plus loin vers un ennemi. Alors que les soldats acquérirent de l'expérience dans la création de ces grenades rudimentaires, leurs efforts d'improvisation ont rapidement cédé la place à la standardisation, et leur succès a à son tour conduit à la production en masse dans les usines en Allemagne des premières vraies grenades à manche, les Steel-Handgranaten. Initialement, le design de l'arme a été réduit à 5 types distinctifs, basés sur le type de fusible ou de sécurité utilisé, comme le Poppenberger Spoon Safety, qui, comme son nom l'indique, utilisait une manche de cuillère dans le mécanisme de sécurité. Ces premières armes étaient constituées d'une boîte remplie d'explosifs montée sur un long manche qui contenait le fusible. Au départ, elles étaient fabriquées à l'usine prête à l'emploi, mais cela a vite été jugé trop risqué, le détonateur pouvant être activé pendant le transport ou le stockage. Il y avait aussi le risque que le fusible devienne humide, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement au moment de l'utilisation. Il est donc rapidement devenu une politique que les fusibles et les détonateurs soient expédiés séparément des têtes de grenades, prêts à être installés par les troupes avant utilisation. Une standardisation supplémentaire du design a conduit à la première génération définitive de Steel-Handgranaten, le modèle 1915. La grenade mesurait 380 mm de long, tandis que la tête avait un diamètre de 60 mm, et lorsqu'elle était prête à l'emploi, pesait 700 grammes dont environ 250 grammes composés de l'explosif ammonal qui envoyait ses éclats jusqu'à 20 mètres du lieu de sa détonation. Cependant, contrairement à la plupart des autres designs, la grenade à main en acier reposait principalement sur son effet de concussion plutôt que sur la fragmentation pour éliminer une force ennemie. Cela en faisait une arme très efficace en combat rapproché, comme dans une tranchée, mais moins efficace lorsqu'elle était utilisée à découvert. Le manche en bois était creux et contenait une corde qui, lorsqu'elle était tirée vers le bas, entraînait une tige d'acier rugueuse à travers l'allumeur à l'intérieur du fusible. Le contact abrasif de la tige provoquerait des étincelles et une flamme s'allumerait de l'intérieur, mettant le fusible en combustion, qui mettait environ 4 secondes et demie pour atteindre le détonateur avant d'exploser. Cette arme simple mais efficace a rapidement gagné en importance parmi l'armée impériale allemande, et elle est devenue aussi reconnaissable parmi les troupes du Kaiser que le casque de combat Stahlhelm ou le fusil Gewehr 98. Début 1915, l'Allemagne, en déficit de grenades face à ses ennemis, a commencé à surpasser la production de grenades de l'Entente, surtout quand la Grande-Bretagne a connu son propre déficit de production fin 1915. Lorsqu'ils ont rencontré pour la première fois ces nouvelles armes allemandes, les troupes britanniques les ont rapidement surnommées « broyeurs de pommes de terre », en référence à leur ressemblance avec l'outil domestique pittoresque, et le surnom est resté depuis. L'expérience en première ligne avec le modèle 1915 a soulevé des préoccupations concernant le cordon d'allumage de la grenade, qui dépassait de la base du manche. On craignait que dans le désordre et les débris des tranchées, ce cordon puisse s'accrocher à quelque chose pendant que le soldat se déplaçait, déclenchant involontairement la grenade. La refonte qui en a résulté, surnommée le modèle 1916, a modifié le cordon d'allumage pour y inclure une petite boule en porcelaine qui empêchait la corde d'être exposée. La petite perle était partiellement dissimulée dans la poignée en bois et nécessitait beaucoup de force pour être retirée, réduisant considérablement les chances qu'elle soit déclenchée involontairement. Mis à part cette simple addition de sécurité, le fonctionnement de la grenade était pratiquement identique à celui du modèle 1915. Cela a été suivi par l'ajout d'un capuchon métallique recouvrant la base de la poignée dans le modèle 1917 comme une sécurité supplémentaire. En novembre 1918, l'armée impériale allemande a été vaincue sur le champ de bataille et le Kaiser Wilhelm II a abdiqué. À la suite de ces événements, l'Allemagne a été secouée par des bouleversements économiques et politiques,
couplé aux limitations paralysantes du traité de Versailles, qui imposait des limites à toutes les capacités militaires de l'Allemagne. En 1924, la situation de la République de Weimar a commencé à se stabiliser et le gouvernement d'après-guerre à Berlin cherchait à utiliser l'expertise militaire allemande pour reconstruire l'économie. Le traité de Versailles a imposé des restrictions sur presque tous les aspects du complexe militaire allemand, ce qui a conduit à la destruction de millions de grenades à main, ne laissant derrière lui qu'un petit stock d'armes de guerre, principalement à des fins d'entraînement. Cependant, ces dernières n'étant pas destinées à un stockage prolongé, elles devaient être manipulées avec soin, et de nouveaux exemples devaient être trouvés pour les exercices d'entraînement. Ainsi, Berlin a autorisé la fabrication limitée de nouvelles grenades pour les remplacer, tout en respectant toujours le traité et maintenant libéré des contraintes matérielles de la guerre. Cela a également offert l'opportunité aux ingénieurs allemands d'améliorer encore leur conception. Et ainsi, en 1924, cela a conduit à la production de la Stilhandgranate 24 ou modèle 1924. Le Reichswehrministerium a donné des instructions le 27 janvier 1927, indiquant que tous les stocks restants de grenades de guerre devaient être utilisés avant la fin de mars 1927. Les mises à jour du nouveau modèle ont principalement visé la sécurité et la fiabilité, comprenant un allumeur à friction amélioré, remplaçant le système de cordon de tir des modèles antérieurs. Ce changement a non seulement rendu la grenade plus fiable, mais aussi plus facile à utiliser, surtout dans les conditions stressantes du combat. La nouvelle grenade était légèrement plus courte que son prédécesseur, à 365 mm, mais bien que l'unité de tête était plus courte, elle contenait la même quantité de charge explosive dans un conteneur de 10 mm plus large, tandis que le manche en bois était en réalité plus long. La raison de ces changements était de permettre aux troupes allemandes de les transporter simplement en les glissant en toute sécurité dans leur ceinture, plutôt que les clips de ceinture plus restrictifs utilisés précédemment. Avec un poids de 595 grammes, elle était également nettement plus légère, augmentant la portée à laquelle le soldat moyen pouvait la lancer, bien qu'elle s'appuyait toujours principalement sur ses effets de concussion, plutôt que sur la fragmentation, pour briser une force ennemie. N'ayant plus de stock de surplus de guerre pour s'entraîner, une version inerte du modèle 24 a été produite pour que les recrues allemandes puissent s'entraîner. Surnommée la Übungs-Stilhandgranate 24, qui se traduit simplement par grenade à main d'exercice. 24, cette version d'entraînement se caractérisait par son unité de tête de couleur rouge vif, avec de grands trous perforés partout. La Übungs-Stilhandgranate 24 pouvait être équipée d'une charge d'exercice et d'un fusible avec une corde à tirer qui produisait un bang et un nuage de fumée pour simuler une explosion pour plus de réalisme sur le terrain d'entraînement sans le coût ou le danger d'utiliser de vraies armes. Cependant, compte tenu des restrictions sur leur puissance militaire, ce ne seraient pas les Allemands qui feraient le plus usage du modèle 1924 pendant cette période. Afin de contourner les limitations du traité de Versailles, mais tout en maintenant une base d'armes, les entreprises allemandes ont commencé à envisager d'offrir leurs services à d'autres pays, où la production et le développement pourraient continuer légalement, et ainsi leur donner une expérience vitale dans la fabrication et l'utilisation d'armes modernes, au cas où l'Allemagne aurait besoin de se réarmer rapidement en temps de crise. Les pays hôtes, à leur tour, ont reçu l'expertise allemande au sein de leurs propres industries d'armement et de leurs armées. Au même moment où la République de Weimar commençait à adopter cette politique, la Chine devait faire face à l'empire japonais envahissant, à la domination des seigneurs de guerre à la frontière nord et à une guerre civile imminente entre les nationalistes et les communistes. La Chine était donc l'un des marchés d'armes les plus lucratifs au monde, au milieu des années 1920, et saisissant cette opportunité, l'Allemagne a fait des percées pour fournir du matériel et de la formation aux forces nationalistes lors d'une période de coopération sino-allemande renouvelée. Les troupes nationalistes chinoises étaient bientôt équipées et formées par des instructeurs allemands qui offraient une richesse d'expérience de combat de la Grande Guerre, et même les uniformes nationalistes chinois ont commencé à imiter de manière troublante ceux de l'armée allemande. Cette coopération incluait l'accès à la grenade modèle 1924 offrant aux nationalistes une puissante arme d'infanterie et aux Allemands une expertise dans son utilisation. Suite à l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et des nazis en Allemagne, la politique étrangère allemande a rapidement commencé à se détourner du soutien aux nationalistes chinois en faveur du soutien au Japon, qui avait bien sûr ses propres ambitions en Chine continentale.
reconnaissant qu'il risquait probablement d'être coupé des approvisionnements frais et de devoir faire face à des hostilités renouvelées avec le Japon à partir de 1937 concernant l'avenir de la Mandchourie. Les nationalistes chinois ont développé leur propre version clonée du style en gratte, qui a été produite en énormes quantités, parfois des centaines de milliers par mois. Bien qu'il y ait eu quelques variations très mineures dans la conception, en fonction de l'endroit où elles étaient construites, la plupart suivaient le même design de base inspiré de l'original allemand. Une poignée en bois avec une tête de guerre ronde ou cylindrique en haut et équipée d'un fusible à combustion lente. Cependant, les Chinois ont adopté une charge qui était un mélange de trinitrotoluène et de nitrate de potassium, ce qui a entraîné une explosion plutôt plus faible que celle produite par le modèle 1924. En 1939, le design a été révisé avec une poignée plus petite et une tête explosive beaucoup plus comprimée, l'arme résultante étant plus légère et plus puissante. Et elle est rapidement devenue la grenade standard pour les Chinois, qui avaient largement mis de côté leurs propres différences politiques afin de faire face aux Japonais. L'ascension des nazis a d'abord vu l'expansion clandestine de l'industrie de l'armement allemande, avant que Hitler ne commence ouvertement à réarmer et à réaffirmer la puissance militaire allemande sur la scène européenne puis mondiale. De manière similaire à la façon dont la guerre russo-japonaise a été un précurseur de la Grande Guerre, la guerre civile qui a ravagé l'Espagne à la fin des années 1930 a été un précurseur de la calamité encore plus grande qui allait venir. Dans le conflit, les nationaux espagnols ont été aidés par la Légion Condor allemande, qui en tant que, ainsi que fournir une assistance militaire directe contre les républicains, soutenus par l'Union soviétique, les a également formés et équipés selon les lignes allemandes. Tout comme en Chine, cela a non seulement conduit les Espagnols à adopter le modèle 1924, mais aussi à développer leur propre version, afin de ne pas avoir à dépendre de la ligne d'approvisionnement allemande. Lorsque les troupes allemandes ont franchi leurs frontières orientales en 1939 pour entrer en Pologne, le modèle 1924 était toujours la grenade principale utilisée par la Wehrmacht allemande. Contrairement à lorsque les troupes du Kaiser sont entrées en bataille en 1914, les grenades n'étaient plus une arme spécialisée et faisaient autant partie de la vie de l'infanterie allemande que ses bottes. Les troupes allemandes ont donc fait grand usage de leurs armes dans les combats rapides et très mobiles du Blitzkrieg, les utilisant pour dégager les bunkers et les positions fortifiées, ainsi que dans les combats urbains acharnés. Étant toujours une arme principalement concussive, la grenade était principalement utilisée pour subjuguer les troupes ennemies, alors que l'infanterie suivait derrière leur explosion pour tirer ou baïonnetter l'ennemi malheureux. Des versions de la grenade qui déployèrent de la fumée pour obscurcir la vision de l'ennemi ont également été utilisées avec beaucoup de succès en Pologne et ensuite plus tard lorsque Hitler a frappé vers l'ouest. L'aspect distinctif de la grenade ajoutait un élément psychologique à son efficacité. Alors que les types réguliers de grenades à ananas semblaient tous se fondre ensemble sans inspection plus approfondie, l'unicité des grenades à manche allemandes créait un faux sentiment de leur puissance et de leur létalité. Faux, vrai, car des défauts sont rapidement apparus lors de l'utilisation, surtout pour traiter des positions fortifiées modernes. En les comparant aux grenades à fragmentation utilisées par les puissances alliées, la Steel Hand Granate modèle 1924 avait une puissance de pénétration nettement inférieure, laissant les soldats derrière une protection lourde, assourdie, mais certainement encore vivants, et plus important encore, ripostant. Ce fait est démontré dans le film seminal de la Seconde Guerre mondiale, Il faut sauver le soldat Ryan, qui comprend une scène où un soldat allié explique qu'il ne pouvait plus entendre après qu'une grenade allemande a explosé juste à côté de son oreille. Reconnaissant ce manque de puissance, mais voulant limiter l'impact sur l'industrie de guerre allemande du développement et de la fabrication d'une nouvelle arme, les Allemands ont plutôt envisagé de regrouper les têtes d'explosion en une seule poignée. Surnommée la Geberdledung, qui se traduit par charge concentrée, cela pourrait voir jusqu'à 6 unités de têtes supplémentaires fixées à une grenade standard, donnant à l'arme 7 fois la puissance normale. Manifestement, c'était un arrangement peu pratique. Pour une chose, il était extrêmement encombrant à manipuler et devait être lancé avec les deux mains pour le faire aller à une certaine distance. Par conséquent, leur utilisation était souvent limitée aux situations où les troupes allemandes savaient qu'elles auraient besoin d'un peu plus de puissance, comme lors d'une attaque prévue à l'avance. Construite selon un principe similaire de regroupement de charges militaires, une autre configuration était la Gestrechtsleitung, ou charge allongée. Cela était similaire en concept à la torpille Bangalore,
utilisé par les forces américaines pour dégager les fortifications, qui impliquait l'envoi d'une charge explosive à travers une série de tubes vers la cible, et était composé d'un certain nombre de grenades modèle 1924, dont les poignées et les fusibles avaient été retirés et remplacés par des détonateurs, tous montés sur un long bâton l'un derrière l'autre et une seule grenade complète à une extrémité pour déclencher l'explosion. Le combat en Union soviétique à partir de 1941 a également vu deux améliorations essentielles apportées à l'arme, pour s'adapter particulièrement à la nature de ce théâtre d'opération. Avec l'arrivée de l'hiver, l'armée allemande a constaté que le temps froid avait tendance à provoquer un dysfonctionnement du fusible. Une version spéciale pour temps froid a donc été conçue pour remédier à ce problème, ces armes étant distinctement marquées d'un K pour Kalt, signifiant froid. L'autre progrès s'est produit quand les troupes allemandes ont dû affronter d'importantes offensives des forces soviétiques. Dans ce cas, ils devaient tuer autant que possible, aussi rapidement que possible. Et donc, une douille de fragmentation a été conçue pour s'adapter sur l'unité de tête de la grenade, surnommée le splittering ou anneau d'éclat. Cela a considérablement augmenté la létalité de l'arme contre les groupes de troupes ennemies exposés à découvert lorsqu'elle explosait. Malgré l'un des points de vente du modèle 1924 étant sa facilité de production, en 1943, les raids de bombardement nocturnes par les bombardiers alliés avaient un impact majeur sur l'industrie allemande, Mace, entraînant des efforts pour optimiser la production de la grenade. La version réduite qui en a résulté a été désignée comme le modèle 1943 et plusieurs composants relativement coûteux ont été remplacés par des alternatives moins chères. Mais à part cela, le seul changement significatif était l'inclusion d'un détonateur autonome, ce qui signifie que le fusible et l'explosif étaient directement liés. Le M43 a également utilisé un tout autre ensemble de fusibles, très similaire à celui équipé sur une autre grenade allemande, le modèle 39, ce qui signifiait que le bâton n'avait plus besoin d'être évidé pour une corde à tirer comme avec le M24, minimisant la quantité de travail du bois nécessaire pour fabriquer chaque grenade. En même temps, en Asie, l'allié de l'Allemagne, le Japon, ayant affronté les Chinois et leurs clones et variantes du modèle 1924, a décidé de cloner essentiellement le clone pour leurs propres troupes. Cela a abouti à la grenade de type 98 japonaise, qui dès le départ était destinée à être une grenade à fragmentation et est entrée en service en 1944. Ces armes utilisaient de l'acide picrique à la place du trinitrotoluène, qui était moins cher et légèrement plus puissant, mais nettement moins sûr, ce qui signifiait qu'elles devaient être manipulées avec un soin extrême. Suite à la reddition de l'Allemagne nazie le 4 mai 1945, les stocks restants de Steel-Handgranaten allemandes ont été soit désarmés et pris comme trophées de guerre par les Alliés victorieux, soit ils ont été détruits. Cependant, l'arme a continué d'inspirer d'autres nations de l'époque et dans l'immédiat après-guerre. La Chine, devenue une superpuissance communiste suite à la défaite des nationalistes sur le continent, en 1949 a continué à fabriquer ses clones avec de légères améliorations au moins jusqu'aux années 1960, fournissant des milliers à l'armée nord-coréenne pendant la guerre de Corée, puis à l'armée nord-vietnamienne et aux insurgés du Viet Cong pendant la guerre du Vietnam. Beaucoup de ces exemples ultérieurs qui utilisaient des ogives à fragmentation à haute explosivité ont été si rapidement et si bon marché produit qu'ils étaient notoirement peu fiables. Les troupes ont aussi utilisé des grenades type 98 de l'armée japonaise durant les deux conflits, mais avec le temps, ceux-ci se sont également avérés très peu fiables en raison des mauvaises conditions dans lesquelles ils étaient souvent stockés. Étrangement, aussi tard qu'en 2015, de petites caches de type 98 ont été découvertes entre les mains de criminels et de seigneurs de guerre, ayant été vendues à plusieurs reprises sur le marché international des armes, aussi loin que la République démocratique du Congo. Un autre utilisateur notable du modèle 1924 était la Suède, qui a initialement reçu des exemplaires fabriqués en Allemagne en 1939, avant de se lancer dans la production de leurs propres exemplaires améliorés. La grenade à main en acier de toutes les époques continue de contribuer à donner à la machine de guerre allemande du début du XXe siècle une apparence distinctive, une apparence qui est souvent reproduite lors de spectacles militaires et dans les films. Le fruit de l'ingéniosité allemande en guerre. L'arme s'est avérée à la fois capable et polyvalente, et était sans aucun doute l'un des principaux outils qui ont aidé la Wehrmacht allemande à obtenir leur succès étonnant pendant la période du Blitzkrieg, et avec à la fois des clones chinois et même des exemples de guerre réactivés, voyant le service sur les champs de bataille de terres dévastées par la guerre comme la Yougoslavie dans les années 1990
Son impact a été ressenti bien au-delà de la courte vie envisagée lorsqu'elle a été conçue pour la première fois dans les tranchées de la Grande Guerre.